Bonjour tout le monde, bienvenue à cette classe de maître pour les jeudis du Grigol. Mon nom est David Robichaud, je suis professeur ici à l'Université d'Ottawa, professeur en philosophie. J'enseigne la philosophie morale et politique, mais mes projets de recherche portent essentiellement sur des questions reliées à la justice, notamment la justice économique, mais aussi, depuis plusieurs années, sur la justice linguistique. C'est de justice linguistique que je vais vous parler aujourd'hui. Notamment de justice linguistique dans un domaine particulier qui est les politiques reliées à l'immigration. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de vous présenter rapidement un cadre d'analyse que je développe depuis plusieurs années qui permet de prendre des positions et de légitimer certaines politiques linguistiques et de finalement conclure rapidement sur qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ou comme incidence sur la justification de certaines politiques en matière de politique linguistique liées aux populations issues de l'immigration. Peut-être une petite mise en contexte pour commencer. Donc, j'ai commencé à travailler sur les politiques linguistiques pour ma thèse de doctorat que j'ai fait sous la supervision de Philippe Van Parijs et de Daniel Weinstock dans les années 2000. Et une chose qui m'a sauté aux yeux assez rapidement, c'était le caractère problématique de certaines prises de position dans le domaine des politiques linguistiques. Donc, quand on lisait les théoriciens libéraux de l'époque, il y avait une position qui était dominante, en fait, qui était une position de benign neglect, donc de douce négligence, comme on l'a traduit en français. Pour certains, en fait, comme Chandran Kukatas, par exemple, on parlait carrément d'indifférence culturelle. Donc, de cultural indifference, plutôt évidemment en faisant référence à la cultural difference. Et donc, il y avait une position qui était assez forte en faveur de la liberté culturelle, en faveur de la liberté linguistique. Essentiellement, les penseurs libéraux considéraient que la meilleure chose à faire était essentiellement de laisser les gens choisir la langue qu'ils préfèrent apprendre, qu'ils préfèrent transmettre, qu'ils préfèrent utiliser dans différents contextes, que ce soit à la maison, au travail, à l'école ou autre, et essentiellement d'avoir une espèce de désengagement de la part des institutions et de finalement laisser la nature, si on veut, ou de laisser l'agrégation des choix individuels produire des résultats linguistiques, produire des situations linguistiques. Ce qu'on observait chez ces auteurs-là, c'était l'idée qu'il pouvait y avoir évidemment, comme conclusion de toutes ces décisions linguistiques-là, des résultats qui allaient être défavorables, qui allaient être tristes, qui allaient être, disons, indésirables, c'est-à-dire on pouvait assister à la mort des langues, donc la mort de certaines langues minoritaires, l'abandon de certaines langues minoritaires, et évidemment, on pouvait y voir une perte de différentes façons. Donc, on pouvait y voir une perte en termes de connaissances universelles, en termes de créativité. Donc, Denise Rhéaume a développé cet argument-là que les langues sont finalement quelque chose comme des créations uniques de l'être humain qui méritent en tant que telles, de manière intrinsèque, notre admiration et qui mérite d'être protégée en tant que telle. On y a vu des répositoires de connaissances, notamment dans les langues autochtones de l'Amérique du Sud, par exemple. Et on essayait de développer finalement des positions qui disaient au fond, il y a quelque chose de valable dans les langues, il y a quelque chose de souhaitable dans le maintien de la diversité linguistique, mais malheureusement, il n'y a pas de légitimité à imposer à quelqu'un qui refuse l'apprentissage ou le maintien de cette langue-là de la maintenir et de continuer de l'utiliser. Donc, on voyait une certaine valeur dans les langues, mais pas au point d'exiger ou de contraindre les individus dans leur choix linguistique. Donc, si les individus décident, pour des raisons qui sont propres à eux, d'abandonner une langue ou de ne pas apprendre une langue, de ne pas s'intégrer à une communauté linguistique ou autre, c'est leur choix et les conséquences qui en découleront devront être considérées
même si elles sont jugées désagréables ou tristes, elles devront être jugées comme étant moralement acceptables. J'ai toujours eu de la difficulté avec ce cadre d'analyse ou cette espèce d'hypothèse d'arrière-plan qui jonche en fait la littérature sur les questions de politique linguistique. Pour une raison bien simple, en fait, c'est que je suis convaincu dans mes travaux sur la justice que pour qu'une situation soit juste, pour qu'une situation soit équitable, il faut faire en sorte que les choix d'un individu n'imposent pas de coûts à d'autres individus. Donc, il faut faire en sorte que les choses que je décide de faire, les comportements que je décide d'adopter, soient pleinement à ma charge, c'est-à-dire que j'assume pleinement les coûts de ces comportements-là et que je ne transfère pas une partie de ces coûts-là à mes semblables ou à mes voisins. Donc, par exemple, si je décide de prendre mon vélo pour me rendre au travail, j'assume pleinement les coûts de ma décision parce qu'il n'y a personne d'autre qui va avoir à assumer une partie des coûts justement du transport que j'utilise. Par contre, si je décide d'utiliser ma voiture, il y a une pollution qui est créée dans l'utilisation de cette voiture-là qui ne sera pas assumée par moi. Donc, je vais assumer un paquet de coûts, le paiement de la voiture, le paiement des plaques, le paiement de l'assurance, le paiement de l'essence, etc. Mais la pollution qui va être causée, elle n'est pas à ma charge, donc je l'impose aux gens qui sont autour de moi. Je leur impose aussi un niveau de risque plus élevé parce que chaque fois qu'il y a une voiture sur la route, ça impose des risques de collision aux autres, ça impose une pollution par le bruit, mais surtout une pollution atmosphérique. Donc, je pars du postulat que pour qu'une situation puisse être dite juste, il faut absolument que chacun assume pleinement les coûts de ses comportements et de ses choix. Donc, pour que la politique de la douce négligence ou pour que la politique de l'indifférence culturelle et linguistique soit acceptable, il faudrait en fait que les choix linguistiques soient pleinement à la charge de ceux qui les font et que les personnes qui font les choix linguistiques assument pleinement les coûts de ces comportements-là et ne nuisent pas aux bénéfices en fait, qui sont produits par d'autres locuteurs. Donc, c'est sur ce point-là en fait, que ma réflexion a commencé. C'est en essayant de comprendre pourquoi j'avais un malaise avec cette idée-là que j'ai commencé à développer un cadre théorique que j'appelle justement un cadre théorique des échecs de marché. Donc, la justice linguistique comprise comme solution aux échecs de marché. J'ai développé un argument qui permet, à mon sens, de comprendre le malaise que j'avais devant cette politique de liberté linguistique et ça découle de l'identification d'un type de comportement ou d'un type d'agent qu'on retrouve dans les sciences sociales qu'on appelle le free rider ou le resquilleur en français. Donc, le titre de l'article que je vous ai soumis cette semaine, c'est « Language Ethics, Keeping Linguistic Freedom from Becoming Linguistic Free Riding ». Donc, il y a en fait dans la liberté la possibilité d'utiliser cette liberté-là et de nuire aux individus qui nous entourent, de finalement leur imposer une partie des coûts de nos décisions, de nos choix. C'est ce qu'on appelle un free rider. Donc, le terme de free rider découle du premier exemple qu'on a utilisé pour justement qualifier ce type de comportement-là. Et c'est le comportement de quelqu'un qui utilise les transports en commun, mais ne paie pas son billet. Donc, obtient un passage gratuit pour utiliser les transports en commun. Évidemment, en faisant ça, il ne paye pas sa part des coûts qui doivent être assumés pour qu'on puisse mettre en place un système de transport en commun. Donc, le problème, en fait, des freeriders, c'est qu'ils adoptent un comportement qui ne peut pas être adopté par tous. Donc, si tout le monde se comportait de cette façon-là, le système de transport en commun n'aurait pas les fonds nécessaires pour fonctionner et les freeriders ne pourraient pas utiliser le système de transport en commun et ne bénéficieraient pas donc de ce système-là. Ils profitent donc des investissements qui sont faits par les autres usagers. Donc, ils profitent de manière illégitime d'investissements qui sont faits par les autres, alors qu'eux s'abstiennent de contribuer leur juste part au financement du système en question.
Donc, le problème que ça pose, en fait, c'est que si on est dans une situation où on dit on laisse les gens libres de se comporter comme ils veulent, bien, à partir du moment où on a des free riders, on va nécessairement se retrouver dans des situations catastrophiques. On va nécessairement se retrouver dans des situations où, collectivement, on n'arrivera pas à se doter des biens collectifs dont on aimerait profiter. Ça pose aussi évidemment un problème de justice, dans la mesure où on se retrouve dans une situation où certains individus paient pour les bénéfices dont profitent des gens qui, eux, ne contribuent pas adéquatement à la situation. Donc, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait dans la dynamique linguistique, dans les interactions linguistiques, qu'il y avait des free riders, qu'il y avait des gens qui finalement bénéficiaient des contributions ou des investissements qui étaient faits par les autres sans contribuer leur juste part à la dynamique linguistique ou aux réalités linguistiques. Très tôt dans mon parcours, en fait, je suis tombé sur un article de Daniel Weinstock, qui était mon co-superviseur à l'époque, et qui a explicitement, dans un texte, exprimé la thèse selon laquelle il était impossible de freerider dans une logique linguistique, dans une dynamique linguistique. Pourquoi? Bien parce que, selon Weinstock, la seule façon de profiter d'une communauté linguistique, c'est d'en apprendre la langue, c'est d'être capable de faire partie de cette communauté-là. Or, à partir du moment où on apprend la langue d'une communauté, bien, automatiquement, on contribue à cette communauté-là. Donc, le fait de finalement apprendre la langue, d'une part, nous donne accès à cette langue-là et nous permet de profiter de la communauté linguistique qui la parle, mais d'autre part, nous impose d'assumer les coûts nécessaires à son apprentissage. Donc, sur le coup, je trouvais que cet argument-là était intéressant. Par contre, en réfléchissant à la situation dans laquelle on se trouve, il y a un élément qui m'a semblé évident et qui semble remettre en question cette idée-là, c'est l'idée que finalement, on a davantage affaire à des locuteurs qui sont bilingues ou multilingues qu'à des locuteurs qui sont unilingues. Donc, la proposition que Daniel Weinstock faisait implique des locuteurs qui sont unilingues, c'est-à-dire s'il y a une communauté francophone dans un milieu X et que je n'apprends pas la langue pour justement entrer en contact avec eux, bien évidemment, je n'aurai pas la possibilité de profiter de leur présence ou de leur compagnie ou des interactions avec eux. Et si je veux le faire, bien, il va nécessairement falloir que j'investisse dans l'apprentissage. De la même manière, je ne pourrais pas leur imposer des coûts par le fait que j'apprends ou non la langue, parce que si je ne l'apprends pas, bien, en fait, ça ne changera rien à leur réalité dans la mesure où ils vont continuer de bénéficier du contexte qui était le leur avant mon arrivée. Par contre, si on postule ou si on se positionne dans un contexte multilingue, le tableau vient qu'à changer de manière importante. Si, par exemple, on imagine qu'on arrive face à une communauté francophone et que dans cette communauté francophone-là, il y a une majorité de gens qui sont bilingues et qui parlent aussi anglais, bien, à partir de ce moment-là, ça permet à un nouvel arrivant d'arriver avec une connaissance non pas du français, mais de l'anglais et d'avoir accès à l'ensemble de la communauté. Et c'est là où, selon moi, on réintroduit la possibilité de free riding ou d'abus d'investissement de la part de la communauté en question. Donc, ce que j'ai développé dans l'article que vous avez lu, c'est un argument selon lequel, finalement, les gens qui investissent dans l'apprentissage d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième langue investissent d'abord énormément de coûts, énormément de ressources, énormément de temps dans l'apprentissage d'une langue. Philippe Von Parijs évalue à peu près à 10 000 heures le temps nécessaire à l'apprentissage d'une langue. C'est plus un ordre de grandeur qu'autre chose, mais ça donne quand même une idée et ça nous permet de comprendre en fait que les locuteurs qui ont investi dans l'apprentissage d'une langue n'ont pas investi dans un autre type de compétence, que ce soit du perfectionnement professionnel ou l'apprentissage d'un instrument de musique ou d'un hobby quelconque. Donc, il y a un investissement qui a été fait et il y a un investissement qui a été fait dans une optique particulière, avec un objectif spécifique. Donc,
on n'est pas dans une logique d'apprentissage d'une langue simplement pour avoir deux outils qui nous permettent d'effectuer les mêmes tâches. On a un apprentissage linguistique, évidemment, qui vise à nous offrir de nouvelles opportunités, à nous ouvrir à de nouvelles options linguistiques. Donc, si on parle déjà français et qu'on décide d'investir dans l'apprentissage de l'anglais, ce n'est pas pour avoir deux façons de faire la même chose, c'est plutôt pour avoir accès à des nouveaux interlocuteurs, pour avoir accès à des nouveaux produits culturels, pour avoir accès à des nouvelles perspectives professionnelles, perspectives de loisirs, perspectives touristiques, etc. Donc, quand les individus acceptent d'investir dans leur répertoire linguistique, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils le font avec une division du travail linguistique en tête. Donc, ils ont des préférences quant au rôle que chacune de ces langues-là va jouer dans leur vie sociale. Donc, souvent, en fait, et c'est un des arguments que je propose, souvent, ce que les gens souhaitent et préfèrent, c'est de rester dans leur langue maternelle le plus souvent et le plus longtemps possible pour justement tout ce qui concerne les relations familiales, les relations amicales, l'environnement de travail, le lieu d'études, etc. Et ils souhaitent disposer d'une deuxième langue qui leur permettra d'avoir accès à des universités internationales, à de la littérature internationale, à justement des produits culturels quelconques, pouvoir faire du tourisme, etc., etc., etc. Mais donc, l'idée est que l'investissement qui est fait avec un objectif clair en tête de ne pas remplacer la langue maternelle, mais plutôt d'ajouter de nouvelles options à cette langue-là, qui évidemment est limitée géographiquement pour des raisons évidentes. À partir du moment où on réalise qu'il existe une telle chose que ce répertoire linguistique-là dans lequel les gens investissent pour des raisons précises, on comprend soudainement un peu plus intuitivement comment le free-riding, comment le resquillage peut revenir sur la table, en fait, peut redevenir une possibilité. Donc, pour quelqu'un qui décide de ne pas respecter cette division du travail-là, pour quelqu'un qui décide de ne pas respecter les préférences linguistiques des individus et d'abuser de leurs compétences linguistiques en s'adressant à eux dans leur langue seconde, dans un contexte où ce devrait être la langue maternelle qui est utilisée, on crée en fait un contexte dans lequel finalement on est en train d'abuser de la compétence, d'abuser de la connaissance linguistique de la personne en question. Donc, un anglophone qui déciderait, par exemple, de s'installer au Québec, à Montréal, on peut avoir un exemple au hasard d'un président d'une compagnie aérienne qui s'appellerait, par exemple, Air Canada, qui finalement vit sa vie à Montréal de manière unilingue en anglais. Mais en fait, dans certains contextes, évidemment, il va s'adresser à des anglophones et il n'y a pas de problème de justice dans ces cas-là. Mais chaque fois qu'il va s'adresser à un francophone dans un contexte où ce devrait être le français qui est la langue d'usage et qu'il détourne, si on veut, la discussion en anglais parce que, évidemment, énormément de francophones maîtrisent l'anglais dans la région de Montréal, ce qu'il fait, en fait, c'est d'exploiter la compétence linguistique de cette personne-là pour, justement, améliorer sa propre situation. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas dans toutes les circonstances. Donc, si on est un touriste en passage, si on est un étudiant qui est au Québec pour quelques semaines pour des études, si on est un nouvel arrivant, si on est... Donc, il y a plein de contextes qui font en sorte qu'évidemment, on n'a pas les connaissances requises pour parler français. Et à ce moment-là, on va établir une communication avec le francophone qui connaît aussi l'anglais. Et c'est précisément pour ça qu'on apprend une deuxième langue. C'est précisément pour avoir accès à davantage de clients, davantage de fournisseurs, davantage de peu importe, quand ces gens-là ne parlent pas français. Le problème, c'est quand au lieu d'utiliser cette connaissance ou cette compétence-là, le problème émerge en fait quand finalement on prend pour acquis que puisque la personne sait parler anglais, bien que ça ne posera pas de problème qu'elle, justement, passe, plutôt que de passer au français, qu'elle passe à l'anglais pour entretenir des conversations. Donc, cette situation-là, en fait, crée un contexte dans lequel
les personnes bilingues peuvent effectivement être exploitées et peuvent effectivement se faire imposer des coûts de la part de locuteurs qui vont justement imposer, si on veut, l'utilisation d'une langue qui n'est pas la langue vernaculaire. Donc, pourquoi est-ce que ça crée des coûts? Bien, essentiellement parce que quand on parle, on crée des externalités. C'est quoi une externalité? C'est un coût ou un bénéfice qui est produit par notre comportement et qui ne modifie pas notre comportement parce que ce n'est pas nous qui profitons ou qui assumons les coûts ou les bénéfices qui sont produits. Donc, chaque fois que j'utilise une langue, évidemment, je l'utilise pour communiquer parce que c'est dans mon intérêt, mais chaque fois que j'utilise une langue, je réaffirme aussi son statut de langue dominante dans un contexte ou dans un domaine particulier. Chaque fois que je donne un cours ou que j'interviens en français dans une réunion à l'Université d'Ottawa, je réaffirme le caractère bilingue, la place du français dans cette institution-là. Chaque fois, par contre, où on m'empêche de pouvoir parler français parce qu'il y a certains collègues ou certaines personnes qui ne maîtrisent pas zéro le français, on crée un contexte dans lequel, finalement, on me force à recourir à la deuxième langue que j'ai apprise et on m'impose un contexte linguistique, finalement, qui nuit à mon intérêt linguistique parce qu'on est en train de dévaloriser et de diminuer le statut du français dans ce contexte-là. Donc, le problème de justice, en fait, le problème de légitimité d'une politique comme la douce négligence ou comme l'indifférence culturelle face aux langues est rendu évident par le fait qu'il est possible, justement, pour certains, d'abuser des investissements des autres ou d'imposer des coûts à autrui par leur comportement, et ce, de manière unilatérale. Donc, juste pour être bien clair, si chacun des comportements linguistiques des individus n'imposait pas de coût à qui que ce soit et s'il n'y avait pas de possibilité d'abus des investissements d'autrui par qui que ce soit, on serait dans une situation où on pourrait effectivement dire on doit laisser chacun prendre la décision linguistique qu'il veut, la meilleure décision pour lui, et on vivra avec les conséquences, en fait, en sachant que chacun a fait des choix libres. On ne sait pas quels seront les résultats de tous ces choix-là, l'agrégation de tous ces choix-là, mais on sait qu'ils seront légitimes et qu'ils seront justes. À partir du moment où il existe des externalités, à partir du moment où il existe des échecs de marché dans le domaine linguistique, sur le marché linguistique, un peu comme dans le cas de l'économie, on doit intervenir pour éliminer ou en tout cas pour contrecarrer les effets de ces échecs de marché-là. Donc, un peu comme dans un marché idéal, on pourrait laisser chacun libre de vaquer à ses occupations et de faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il souhaite faire sur le marché, parce qu'on sait que les mécanismes de marché vont finalement réguler les comportements de chacun. À partir du moment où on est dans un marché qui est non idéal, à partir du moment qu'on est dans un marché où mon comportement crée des externalités, c'est-à-dire crée du bruit, crée de la pollution, crée disons, de la dévalorisation symbolique de certains individus ou de certaines pratiques, il faut nécessairement qu'on puisse intervenir pour réguler ces comportements-là parce que le marché ne pourra pas les réguler. Donc, le marché ne peut pas me dissuader de polluer. Donc, je vais nécessairement être incité à polluer davantage. C'est un peu la même chose sur le plan linguistique. À partir du moment où les interactions ne permettent pas de réguler l'utilisation d'une langue en particulier, quand on est dans des contextes linguistiques bilingues ou multilingues et dans un contexte où finalement, comme le dit Jean Laponce ou comme le dit Philippe Van Parijs, plus les individus sont gentils entre eux, plus les langues sont sauvages l'une avec l'autre. Donc, dans un contexte où finalement les individus n'ont pas vraiment la force de caractère ou la méchanceté, ce n'est pas vraiment de la méchanceté, mais disons, ne sont pas assez indifférents au bien-être des autres pour adopter la ligne dure qui dirait « ici c'est français et on ne parle que français ». Donc, les gens généralement sont généreux et sympathiques et vont répondre dans la langue qui leur est proposée sans trop poser de questions. À partir du moment où on est dans un monde comme celui-là, il devient utile et nécessaire pour obtenir une situation juste d'intervenir de manière à réguler justement les choix linguistiques
qui vont être faits par les individus, soit les choix d'apprentissage, les choix de langue d'éducation, les choix de langue de travail ou les choix de langue d'utilisation dans certains contextes sociaux. Ceci nous amène à la question des politiques linguistiques destinées à l'immigration. Je vais prendre position de manière très conceptuelle sur cette difficile question et je vais me limiter en fait à distinguer deux types de situations. Donc, quand on parle de politique linguistique pour les populations immigrantes, il y a la possibilité en fait de remettre en question la liberté dont devraient profiter les immigrants de pouvoir simplement ne pas s'intégrer linguistiquement à aucune des langues qui sont utilisées dans un contexte particulier. Donc, des migrants ukrainiens qui arriveraient au Canada pourraient décider d'essayer de vivre leur vie en ukrainien et de ne pas finalement s'intégrer à une des deux langues officielles qu'on retrouve au Canada. Donc, est-ce que ce comportement-là est légitime ou pas? On y reviendra. Il y a une autre possibilité, en fait, un autre cas d'espèce que je trouve qui est plus intéressant et qui pose problème de manière plus évidente, c'est la possibilité pour des immigrants d'arriver au Québec. Par exemple, je reprends le cas du Québec pour ne pas être toujours dans l'abstraction, qui déciderait finalement de s'intégrer linguistiquement à travers l'anglais plutôt que de s'intégrer linguistiquement à travers le français, alors que le français est la langue commune, la langue publique commune au Québec. Donc, ce cas-là me semble plus évidemment problématique dans la mesure où, dans le premier cas, la décision qui est prise par la personne issue de l'immigration est essentiellement à sa charge. Donc, sur le plan linguistique, quelqu'un qui décide de ne pas investir dans l'apprentissage linguistique n'impose pas nécessairement de coût évident à la communauté linguistique en tant que telle. Donc, elle ne profite pas de la présence des communautés linguistiques et elle n'abuse pas de l'investissement qui a été fait par qui que ce soit parce que justement, elle ne profite pas de cet investissement-là. On pourrait développer des arguments, je l'ai fait dans certaines publications par le passé, on pourrait développer des arguments sur le plan économique. Donc, par exemple, que puisque la connaissance linguistique est un outil, non pas simplement d'intégration sociale, mais d'intégration professionnelle, à partir du moment où on a un État-providence dans un pays, on a des raisons d'exiger de chacun des contribuables, de chacun des citoyens, de se donner minimalement les moyens de pouvoir être employés. Et donc, à partir du moment où on considère que ne pas maîtriser la langue, c'est ne pas se donner les moyens nécessaires pour pouvoir être employé, on peut juger qu'il est à ce moment-là illégitime de pouvoir profiter de l'État-providence dans ce contexte-là. Donc, c'est l'application du cadre de référence que je vous présentais, l'idée qu'on doit s'assurer que nos décisions n'imposent pas de coût à autrui. Donc, dans ce cas-là, on pourrait défendre un argument qui n'a pas rapport avec la langue en tant que telle, mais qui a rapport avec justement l'abus de l'investissement dans un État-providence. Dans le deuxième cas, dans le cas où une personne décide d'intégrer socialement ou professionnellement la société dans laquelle il s'inscrit, mais en utilisant la mauvaise langue, si on veut, ou la langue qui n'a pas été identifiée comme étant la langue vernaculaire ou la langue publique commune, là, à ce moment-là, cette personne-là ajoute des coûts et exploite l'investissement linguistique qui a été fait par la communauté d'accueil dans la mesure où, au fond, il utilise l'investissement qui a été fait dans une langue seconde de manière à augmenter la présence et l'utilisation de cette langue-là comme langue sociale pour éventuellement mettre de la pression sur la langue vernaculaire et éventuellement peut-être justement la remplacer dans certains domaines. Donc, comme je vous disais, le problème qui est posé par ce type de comportement-là, ce n'est pas le remplacement d'une langue en tant que telle. Donc, si la langue est remplacée uniquement parce qu'il y a une langue dominante plus puissante qui exerce des pressions et une force d'attraction sur les locuteurs et que ces derniers décident un à un de finalement de passer à cette autre langue plus puissante ou plus attrayante, il n'y a rien qu'on peut condamner, il n'y a rien qu'on peut critiquer sur le plan de la justice. Là où il y a un problème, c'est quand la raison qui permet à cette personne de vivre une vie dans une langue particulière
et le fait que la majorité des locuteurs de la langue dominée ont investi dans l'apprentissage de cette deuxième langue. Donc, c'est cet investissement-là qui rend possible le fait de vivre en anglais, par exemple, au Québec, pour une personne issue de l'immigration. Et c'est sur ce plan-là qu'il me semble légitime de pouvoir intervenir pour limiter la liberté linguistique de certains individus. Donc, non pas basé sur la valeur de la langue ou sur la valeur identitaire de la langue, bien que je pense que c'est des arguments qui sont tout à fait légitimes, mais si on veut aller sur le simple terrain de la valeur instrumentale des langues et sur l'aspect purement économique de la chose, il me semble malgré tout possible d'intervenir pour condamner ce genre de comportement-là comme étant un cas évident de free riding ou d'abus justement de l'investissement qui a été fait par les locuteurs de la langue minoritaire. Donc, voilà, sur ce, je ne crois pas avoir eu le temps de vous convaincre. J'espère au moins avoir suscité un intérêt ou une curiosité chez vous pour l'argument que je développe. J'ai très hâte de discuter de tout ça avec vous lors de la séance de questions qui se tiendra dans quelques jours dans les jeudis du Grigol. Donc, je remercie Monica pour l'invitation. Merci à tout le monde pour avoir visionné cette brève capsule et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une discussion sur les politiques linguistiques. Bonne journée, au revoir.